Dans les tontons flingueurs, ça flingue. Dans les barbouzes aussi. On retrouve dans les deux films le son caractéristique des flingues munis de silencieux. Ce n'est pas le seul point commun. Les tontons, c'est une comédie. To you, happy birthday. Les barbouzes aussi, une comédie assez délirante, parfois proche du cartoon et explosive. Après le succès des Tontons Flingueurs, l'idée d'Alain Poiret, producteur chez Gaumont, c'est de faire une suite avec la même équipe. Mais Georges Lautner ne veut pas d'une suite. Et surtout, il veut aller encore plus loin qu'avec les Tontons en matière de comédie. On s'est dit, dans les barbouzes, on va en faire plus, on va déconner franchement. Pour déconner franchement, ils ont déconné franchement. Dans le bon sens du terme, même si certains peuvent être insensibles à cette forme d'humour assez en avance sur son temps, la parodie burlesque, cartoonesque même, on va le voir dans cette vidéo. Dans les Tontons, il y a le gag récurrent du bourre-pif que donne Lino Ventura à Bernard Blier. Dans les barbouzes, nous avons droit, cette fois, à beaucoup plus de gags, dont certains récurrents, comme nous le verrons. Par exemple, dans le film, on n'ouvre pas les portes, on les éclate. Mais parfois, on pense à ouvrir normalement la porte, comme avec ce double gag. J'évoquerai longuement et avantageusement Mireille d'Arc, elle le mérite, un peu plus tard dans la vidéo, mais ne zappez pas, pour autant, soyez patient. Faites durer le plaisir de l'attente. Plus c'est long, plus c'est bon, non? Dans cette scène, l'agneau poursuit donc un espion qui éclate les deux portes. Amarante, le personnage que Mireille d'Arc interprète, va faire preuve de davantage de délicatesse, elle, et nous offrir un gag génial. Attention, ce qui suit peut heurter certaines âmes actuelles trop sensibles. Dans les barbouzes, on peut aussi ouvrir la porte par pure galanterie. Et oui, vous savez, cette courtoisie des hommes à l'égard des femmes en usage au siècle dernier, aujourd'hui assez mal vue, ce qui ne m'empêche pas, je le confesse, de la pratiquer. J'ai été éduqué ainsi par ma maman et il m'en restera toujours quelque chose. Pour aller encore plus loin dans la parodie burlesque, le trio Lautner-Audiard-Simonin, déjà à l'œuvre sur les Tontons, a remplacé les gangsters par des barbouzes. Les entrées qui sont faites méchantes, t'as quand même failli tuer 4 personnes, faut bien le reconnaître. Ah, en fait, c'est quoi une barbouze? Un barbu, c'est un barbu, 3 barbus, c'est des barbouzes. D'accord, monsieur Ventura. Mais ça veut dire quoi au juste, barbouze? Agent secret. Un espion, quoi. Un contre-espion. Ok, ne nous fâchons pas, monsieur Ventura. Parce qu'avec vous, on sait comment ça se termine. Pour en revenir au mot barbouze, il aurait été créé, en tout cas employé, par Dominique Ponchardier, ancien résistant et gaulliste, auteur à succès de la série de livres d'espionnage avec pour héros l'agent secret Géopaquet dit le Gorille, rôle qui, dans le Gorille vous salue bien en 1958, a fait de Lino Ventura une vedette. Oh, après tout, rien du tout. Les barbouzes, c'est donc, en partie, un retour aux sources pour l'acteur avec ce personnage d'agent secret, Francis Lagneau. Dans le film, il a plusieurs surnoms. Je n'en citerai qu'un seul, assez évocateur, la praline. Un film d'espion, ça plaît au producteur Alain Poiret. Ce genre de film est en vogue avec James Bond et OSS 117. Il y est d'ailleurs fait allusion dans le dialogue. Un baiser de Russie, un banco à Bangkok. Quand Lautner résume l'histoire au producteur, en fait, il lui raconte toute l'histoire qui tient en quelques phrases à peine. Monsieur Benarchat mourait à Paris, suivant la recette du regretté président Félix Faure. Un point d'histoire s'impose. On entend le narrateur évoquer le président de la République, Félix Faure, qui serait mort dans son bureau de l'Élysée selon cette même recette. Oui, mais laquelle? Une prise d'aphrodisiaque à base de phosphure de zinc ou, selon les versions, de coléoptère, la cantharide officinale. Ah oui, ça fait pas envie le coup de l'insecte. Benarchat, donc, richissime marchand d'armes, a acheté les brevets d'armes nucléaires beaucoup trop létales, car, comme le dit si justement le colonel, supérieur hiérarchique de l'agneau, Plus vivant, plus pliant.
La mission de l'agneau est donc de récupérer, avant les autres nations, ces documents que détient la veuve de Benarcha, Amarante, interprétée par la sublime Mireille d'Arc. J'y reviendrai, un peu de patience. Ne me dites pas que vous accepteriez de les vendre à une puissance étrangère. Pourquoi? Le dollar n'est pas une monnaie forte? Et voilà, le résumé, le pitch en bon français d'aujourd'hui, c'est toute l'histoire. Ce sera un regret de Georges Lautner, le réalisateur. Il va compenser avec la comédie, la réalisation et bien entendu le jeu des acteurs. Mettez-moi d'abord un civet, au lieu des paupiètes. Dans cette scène, Lino n'a pas eu à trop forcer son jeu d'acteur avec l'excellent Noël Roquevert qui interprète le colonel. Elle est directement inspirée de son légendaire appétit que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer dans d'autres vidéos. Lui, comme Blier ou Gabin, se tenait très bien à table. On n'irait jamais jusqu'au bout. Il y a encore le lièvre et puis après il y a les profiteroles. Et puis mon plat de côte après. Et puis glissez au moins une petite paupiette avec quoi. Il a besoin de force, Lino, car dans le film, il ne va pas se ménager physiquement. Au cours d'une bagarre avec des espions chinois, il va même être blessé et arrêté 8 jours. Ces espions chinois passent leur temps à trucider des Tyroliens, avant de se faire massacrer eux-mêmes lors d'une scène complètement délirante. On voit bien dans cette scène que Lautner n'a pas de limite. Il parodie allègrement ces films où les héros tuent avec quelques balles une quantité impressionnante d'adversaires, comme dans certains westerns. On entend même le clairon de la cavalerie américaine. Et une fois morts, ils sont finis à la grenade. Tout ça n'est pas très sérieux, mais très drôle. Quand Lino revient de convalescence, il enchaîne avec un autre combat, encore plus terrible, contre Jess Hahn, un colosse américain, j'y reviendrai plus tard dans la vidéo, avec lequel il faisait des concours pour savoir qui des deux était capable de manger le plus de pot-au-feu. Oh non, je vais te foutre par la fenêtre! Si Lino Ventura reste, la plupart du temps, dans son style solide et sérieux, autour de lui, ça déconne sec. Surtout avec les autres barbouzes qui se retrouvent dans le château de Benarcha, en Allemagne, en réalité le château de Vigny, dans le Val d'Oise, où ils resteront pratiquement durant tout le film. On se souvient, forcément, de Bernard Blier en Raoul Wolfoni dans Les Tontons. Je vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va le retrouver éparpillé par petits bouts façon puzzle. Je me présente, je suis, comme vous le voyez, l'abbé Caffarelli. Je ne suis pas plus abbé que vous et moi. En réalité, je suis une barbouze, redoutable, chargée de défendre les intérêts des banques suisses et, à l'occasion, ceux du Vatican. Ici, il joue un espion suisse colombophile, ce qui me permet, au passage, de saluer nos amis suisses, très nombreux, qui nous regardent, ainsi que nos amis colombophiles, un peu moins nombreux, mais qui nous regardent aussi. Bondis, je vole, j'accours pour vous soutenir, madame, dans la douloureuse épreuve que Dieu vous envoie. Autre membre des tontons présents dans les barbouzes, Francis Blanche. Qu'est-ce qu'on fait? On se risque sur le bizarre. Le bizarre, ça le connaît à Francis Blanche. Il passe des choses bizarres. Je me connais en bizarre et je peux dire que tout est normal. Son entrée en scène est particulièrement gratinée. Anouchka, petite sœur dans les bras. Lino Ventura, dans cette scène, n'a pas besoin de jouer la comédie. Il est réellement consterné par le jeu outrancier de Francis Blanche. Lautner, lui, adore ça, et il le laisse improviser au grand désespoir de Lino. Pour une autre scène, le réalisateur avait carrément éloigné Ventura afin qu'il ne voit pas Blanche dans son numéro. Maurice est un porc! Ignoble porc! Je voudrais mourir d'amour! Cet espion-là, c'est Boris Vassiliev qui, comme son nom l'indique, est russe. Le surnom de Boris, c'est Trinitrotoluen, qui, comme chacun sait, est le nom savant de TNT. D'entrée, le courant n'est pas trop passé entre Boris et l'agneau. Alors le russe querelleur, qui ne pense qu'à tout faire péter, a piégé le lieu d'aisance de notre espion français. Mais notre agent secret cocardier n'est pas le perdreau de l'année et flairant le coup fourré, il a pris ses précautions. Lautner en profite pour nous offrir une scène très drôle, enfin, si on aime ce genre d'humour, que l'on croirait tout droit sorti d'un cartoon.
Niveau explosion, ils n'ont pas fait semblant. Utiliser les WC est dangereux. Prendre une douche aussi, comme Boris l'expérimente avec un autre gag. Ah, c'est certain que ça nettoie bien. Cette pomme de douche piégée est l'œuvre de Muller, un autre barbouze interprété par un acteur présent lui aussi dans Les Tontons, mais de manière non visible, Charles Milot. Je l'ai déjà dit dans la vidéo sur Les Tontons et celle sur le duo Gabin de Funès, il est la voix de Venantino Venantini dans Les Tontons Flingueurs. Entre vous et les Wolfoni, il va faire vilain temps. Docteur Müller, psychanalyste. C'est Michel Audiard qui l'a repéré dans Le Gentleman d'Epsom. Ici, il est Hans Müller, dit le bon docteur, natif d'Outre-Rhin, ce qui me permet de saluer nos amis allemands qui nous regardent en nombre. Quand on se couche dans le château, on peut s'endormir d'un sommeil éternel. Il y a aussi O'Brien, représentant d'un autre tonton, Sam, ce qui me permet de saluer nos amis américains, Hello Claude, qui sont des fidèles de la chaîne. Ce personnage est interprété par le sympathique Jess Hahn. Je paie cash et en dollars. Cet Américain est venu s'installer en France et y faire carrière avec une centaine de films, dont Les Grandes Gueules de Robert Enrico, avec Lino Ventura et Bourvil. Avec ce personnage, on est carrément dans le loufoque, en plein dans le cartoon américain style Looney Tunes. Il est la victime d'un gag récurrent. À chacune de ses apparitions, il finit par la fenêtre. La deuxième fois, il réapparaît, comme par magie, dans une armoire. On aurait d'ailleurs pu le surnommer Dollar, car à chaque apparition, il n'a quasiment que ce mot à la bouche. Et en dollars. J'offre 1 million de dollars. J'offre 2 millions de dollars. Si on ne sait pas comment il a atterri dans l'armoire, en revanche, on sait comment il atterrit à la baille, grâce à l'aide de l'agneau, qui ne fait pas dans le détail. J'ai dit... Cela ne l'empêche pas de réapparaître comme par enchantement dans l'armoire quelques instants après. Là, on est franchement dans le cartoon. On remarque d'ailleurs sur l'armoire un faux chien qui pourrait être un clin d'œil à un canidé issu d'un dessin animé de Tex Avery, tel Droopy, qui réapparaît lui aussi toujours de manière surnaturelle. Cette fois, O'Brien, toujours comme dans un cartoon, préfère se jeter lui-même par la fenêtre. Ce gag, Georges Lautner va le pousser encore plus loin, une quatrième fois, mais d'après lui, il a raté son coup, et cela n'a fait rire que lui-même. Vers la fin du film, O'Brien et l'agneau se livrent à une baston homérique, sur laquelle je reviendrai, qui dure 3 minutes et demie. À la fin, Lino doit jeter O'Brien par la fenêtre. Sauf que ce n'est pas une vraie fenêtre, mais un décor peint, une découverte pour employer le terme technique. Même si nous sommes dans un film fantaisiste, ici Lautner brise totalement l'illusion, le fameux 4e mur qui sépare le spectateur du spectacle qu'il regarde. C'est osé, très osé. Il ne manque plus que les étoiles ou les petits osios au-dessus de la tête de Jess Hahn. Là, on est vraiment en plein dessin animé. Monsieur Lautner, vous dites être le seul à avoir ri à ce gag que vous jugez raté. Si je peux me permettre de vous contredire, nous sommes au moins 2. Ça m'a fait hurler de rire. Si c'est le cas pour vous, ou toi, merci de le dire en commentaire. Ça me rassurera un peu quant à ma santé mentale. Revenons en arrière. Cette baston oppose donc Jess Hahn, colosse de 1m90 pour 108 kg, à Lino Ventura, 1m76 pour 92 kg, à jeun, je précise. Affrontement a priori disproportionné si Lino n'avait pas été, vous le savez, un catcheur émérite. Nous avons donc droit durant 3 minutes 30 à un combat de titans qui, en étant spectaculaire, va donner lieu, en plus du coup de la fausse fenêtre, à plusieurs autres gags. Le premier implique Bernard Blier. Ça lui apprendra à écouter aux portes. Jusqu'ici, Bernard Blier avait échappé au bourre-pif de Lino. Excusez-moi, mon père. Évidemment, ça ne s'arrête pas là, et Lautner en remet une deuxième couche. Autre gag avec O'Brien cette fois. Monsieur O'Brien!
Les plus observateurs ont noté que Mireille d'Arc lit dans Le Bain un ouvrage intitulé « Comment devenir un agent secret », signé Colonel Rémy, autre grand résistant, auteur de livres à succès, notamment Le Monocle Noir, que Georges Lautner a adapté au cinéma en 1961, suivi de L'œil du monocle, puis Le Monocle riz jaune, tourné juste avant Les Barbouzes. Je signale aux plus impatients que je vais bientôt arriver au moment où je m'attarderai sur Mireille d'Arc. Elle se prépare en coulisses. T'énerve pas, je suis bientôt prête. Puis on a encore droit à un gag avec l'armoire. Un peu plus tôt dans le film, l'agneau avait déjà fini dans une armoire après avoir été sournoisement assommé par Caffarelli. Et il en était sorti façon Lino. Lautner va aller encore plus loin. Ce ne sont pas les occasions de se marrer qui manquent dans le film. Ce qui manque, c'est peut-être une histoire plus consistante, comme l'a regretté Lautner. D'habitude, les histoires dans les films d'espionnage sont assez dures à suivre, pour ne pas dire incompréhensibles. Ici, c'est mieux, y a rien à comprendre. Le Chinois vient de tomber de la terrasse, il est mort. Un client part, un autre arrive. On n'est pas chez Godard. Elle m'a trahi à un moment donné, elle est partie tourner avec Godard. Oui, et elle était fière, et elle était contente. Et elle tout faisait chier avec ce week-end de Godard. Nous sommes chez Lautner. Et chez Lautner, pas de message. On est là pour s'amuser. Et maintenant, elle va sur ce film, ou elle va sur Godard. On dit il faut 30 ans pour qu'on ait notre revanche. Et on l'a. Autre gag récurrent, celui des micros. Forcément, les espions, ça espionne. Mais cela ne va pas sans risque. Le film est truffé de gags, mais aussi de micros. À ce petit jeu, c'est l'agneau qui est le plus gâté, surtout quand il est en compagnie d'Amarante. L'intimité, ça se mérite. Surtout avec Mireille d'Arc. Ça ne vous rappelle rien? Le dos de D'Arc est divin. Autre point commun avec le grand blond, les micros, forcément, et Bernard Blier qui écoute. Oh, bonjour mon amour. Bonjour Paulette. Faut que je te parle, Paulette. Moi je faisais des pâtés au Luxembourg, moi au parc Montsouris. Ils vont quand même pas remonter au biberon, non? Est-ce que tu es marié? Bien sûr que non, voyons. Je te jure. Mais dans mon métier, mon petit lapin, c'est pas possible. Lautner et Audiard se sont amusés à écrire ces passages romantiques en sachant que Lino le pudique déteste ça. Vous allez finir par me prendre pour un brutal. Oh. Mais si, mais si. De la part du réalisateur et du dialoguiste, il y a un brin de sadisme à pousser ainsi Ventura dans ses retranchements. Quand je pense que je vous ai ouvert mon cœur. Il est plus facile d'ouvrir son cœur que ça tire l'air. Il existe une réelle complicité entre Mireille d'Arc et lui, comme elle en a d'ailleurs une avec l'équipe du film en général, et surtout avec Lautner et Audiard. C'est ce dernier qui a présenté l'actrice au réalisateur. Il lui a dit « Ah, j'ai trouvé une vente marrante, tiens, elle parle comme toi, ça te marrer. » C'est le sort des familles désunies de se rencontrer uniquement aux enterrements. Au départ, la production ne voulait pas d'elle et lui préférait Liselotte Pulver pour des raisons de coproduction. Cette actrice d'origine suisse, qui a aujourd'hui 95 ans, était en effet une star outre-Rhin. Elle venait de tourner dans Monsieur, un film avec Jean Gabin et Mireille d'Arc. Et qu'est-ce qu'on y fera dans cette belle maison? Maître d'hôtel, femme de chambre. Mais Audiard et Lautner ont tenu bon et réussi à l'imposer sur les barbouzes. Faut que je me lave la tête. Tu te laveras à Paris, là. Je vais pas aller chez le ministre avec les cheveux gras. Dans le film, même si elle est souvent avec des fleurs, elle ne joue pas les plantes vertes. Elle a un rôle de premier plan et elle réussit à s'imposer au milieu de cette bande de mâles affirmés, ce qui n'est pas une mince affaire. Là, il fallait se cramponner. Il avait un œil vif et il pouvait très vite vous dégommer. Elle a dit qu'avec eux, elle n'avait pas l'impression de faire du cinéma, mais d'être avec sa famille. Sans vous, je me sentirais tellement seule dans cette grande maison. Moi, j'avais rencontré avec tous ces hommes une famille que j'avais pas. Et j'ai un peu confondu à cette époque-là les tournages et la vie privée. J'étais bien avec eux. Voilà. J'étais très heureuse d'aller à la boxe avec Michel. Elle et Audiard étant nés un 15 mai, ils fêtaient donc leurs anniversaires ensemble. Le dialoguiste et le réalisateur travailleront très souvent avec elle. Mais ce n'était pas seulement par amitié. Ils ont pris beaucoup de plaisir à me déshabiller à cette époque-là.
La première apparition de Mireille d'Arc dans le film est d'anthologie. On découvre en gros plan son visage sous le voile de la veuve éplorée. Puis la caméra recule et on la découvre ainsi. Fallait oser, une veuve en bikini. Un petit point d'histoire. Le bikini doit son nom à l'essai nucléaire américain en 1946 sur l'atoll de Bikini dans le Pacifique qui en l'occurrence portait assez mal son nom, au contraire de celui du maillot de bain Rikiki, le bikini, qui venait de naître dans l'esprit de son créateur avec cette judicieuse pensée « ce maillot fera l'effet d'une bombe ». Audiard et Lautner, ces dangereux phallocrates du siècle dernier, prenaient donc un malin plaisir à dévêtir Mireille d'Arc, ne reculant devant rien pour satisfaire ce vil penchant machiste et concupissant. Ils conçurent donc une scène de lit avec Lino qui, lui, n'en voulait pas, et cela donc au risque de s'attirer l'ire de l'italien. Vous avez l'air soucieux. Il y a de quoi, oui. Il faut dire, ça fait jamais plaisir. Qu'est-ce que je vous ai fait? Lino rue donc dans les brancards. Puis, face à l'insistance tenace des deux auteurs mus par leurs bas et non moins puissants instincts, il finit par consentir à tourner cette scène d'amour dans un lit avec Mireille d'Arc à une condition, qu'il reste habillé et qu'on voit rien. Laisse-toi aller. Je peux pas. Quand il y a des scènes d'amour avec Lino, j'ai des fous rires parce qu'il est habillé, que je suis toute nue. Eh oui, mais Lautner, lui, ne se souvient pas qu'elle était toute nue. T'étais toute nue? Ah moi oui. J'ai fait des choses pareilles, moi. Non mais c'est pas vrai, ça c'est pas possible. J'étais toute nue avec un drap. Donc on ne voyait pas. Ah, de dos, oui. Elle a raison pourtant, on voit son dos dénudé. Vois la courbe de mon dos. Tu as pas bien regardé. Ah si, si. Voilà la courbe du dos, d'accord, mais on voit pas les fesses. Un petit peu. Qui a raison, qui a tort? Voit-on un petit peu les fesses de Mireille d'Arc dans cette scène? Eh bien, chers amis, pour le savoir, vous devrez regarder le film. De toute façon, si elle les montre, je ne peux pas. Censure actuelle oblige, je les montrer. Donc, à vous de vérifier. Dites-vous, vous foutez de moi, là, en ce moment, hein? Audiard et Lautner ne font pas que dénuder d'Arc. Ils lui offrent des scènes très drôles avec du dialogue, comme celle qui va suivre, très amusante, après que les barbouzes ont trucidé un paquet d'espions chinois qui gisent sur le sol de la salle à manger. Bon, mais puisque personne ne prend le dessert, moi je monte. Mireille d'Arc, c'est la classe. Belle et naturelle, drôle et sensible, elle relève le niveau du film par sa grâce, son charme et son impeccable jeu d'actrice. Je vous demande la permission de me retirer. Je me sens un peu lasse. Quittons à regret Mireille d'Arc. Dans Les Tontons Flingueurs, Michel Audiard nous a offert un feu d'artifice de dialogue et de répliques devenus cultissimes. Je vous préviens qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. Dans Les Barbouzes, il ne pouvait pas faire mieux, et ne cherche pas d'ailleurs, même si le film est riche dans ce domaine. Vous savez, une brute, ça rit de rien. Hein. Un missile qui passe, un champignon qui monte dans le ciel. Oh, j'ai pas du tout l'intention d'être amusant. La vérité n'est jamais amusante à dire, sans ça tout le monde le dirait. Les Barbouzes, c'est l'occasion pour Georges Lautner de nous montrer toute sa maestria de réalisateur. Car le film est beau à voir, excellemment mis en scène. Une comédie, c'est pas forcément moche visuellement, et mise en scène avec les pieds. Dans Les Barbouzes, nous avons droit à un festival de plans extrêmement bien composé, avec une grande profondeur de champ, et souvent en contre-plongée, dans le style du maître Orson Welles, qui a beaucoup inspiré Georges Lautner. Cette esthétique offre même un peu de poésie dans ce monde de brut. Regardez par exemple ce plan, en plongée, très en hauteur cette fois, où les trois barbouzes en noir qui courent dans l'allée répondent aux trois signes blancs qui glissent sur l'eau. Dans ce film, Lautner ose beaucoup, on l'a déjà dit et vu dans cette vidéo. Il s'offre même le luxe d'une séquence pré-générique de 6 minutes où les doublures des acteurs principaux se trucident. Le film se termine d'ailleurs comme il a commencé, avec les barbouzes, cette fois les vrais acteurs, qui s'affrontent dans un train. Lautner va très loin, trop sans doute, aux yeux de certains qui n'apprécient pas trop le côté farce. Je critique pas le côté farce. Le côté farce ne peut pas plaire à tout le monde. Soit on accroche, soit on n'accroche pas. Les barbouzes séduisent moins que les tontons et pas seulement les esprits chagrins ou malfaisants. Malfaisant. Lautner est allé tellement loin avec ce film qu'il doute de son succès. D'autant plus que la première du film devant le Tout Paris se passe assez mal. Il décide donc de raccourcir les barbouzes afin de donner davantage de rythme. C'est ainsi que disparaissent les scènes de Jacques Balutin, pourtant cité au générique. Si vous regardez le générique, vous voyez mon nom. J'ai tourné une scène, c'était Lino Ventura et Mireille d'Arc,
qui passait dans une voiture et je faisais un douanier. Avant la sortie, j'ai reçu une lettre de Georges Lautner, le metteur en scène, me disant avec beaucoup de gentillesse et beaucoup d'amabilité que la scène que j'avais tournée avait été coupée au montage. On l'aperçoit juste vaguement. Autre victime des ciseaux du monteur, l'excellent Robert Dalban. Ici, il a quelques scènes où il fait merveille. La retraite, faut la prendre jeune. Faut surtout la prendre vivant. Mais une autre de ces scènes est sacrifiée. Cela chagrine Audiard, qui aimait son texte et le refourguera dans Ne nous fâchons pas. Je vous proposerai bien le puzzle congolais, 32 morceaux plus la tête. Georges Lautner n'a pas gardé la fin originale, où l'agneau retrouvait son épouse. Amarante a découvert qu'il est marié, car l'Américain lui a malicieusement refilé la photo de mariage du Français. C'est pas croyable. Les insinuations, les calomnies passent encore, mais alors maintenant les photomontages. Voilà comment Lautner veut conclure son film. Il est persuadé que Gaumont n'acceptera pas cette fin pas très morale. Il se trompe, elle est donc conservée. Grâce aux coupes ou non, le film est un succès avec 2 400 000 spectateurs dans les salles françaises et demeure culte pour un certain nombre, dont votre humble serviteur. Quelques petits excès ont été commis. On peut voir le film comme le deuxième opus d'une trilogie comique. En effet, le trio Lautner-Audiard-Ventura, devenu quatuor avec Mireille d'Arc, se réunira encore en 1966 avec Ne nous fâchons pas où, pour contredire le titre, Ventura se fâchera réellement et définitivement avec Lautner. Mais ils m'ont traité de brute, monsieur le commissaire. Léonard. Oui. Mais c'est une autre histoire. C'était le bon temps. Et une autre époque aussi. And that's all, folks. Bon, rien, s'y plier. Abonne-toi.